Aujourd'hui, nous examinons une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour la Hongrie. Au début du XXe siècle, la Hongrie était devenue un pays relativement moderne et industrialisé. En 1873, l'ancienne capitale Buda et Óbuda ont été officiellement fusionnées avec la ville de Pest. Cela a créé la nouvelle capitale hongroise nommée Budapest. Au début des années 1900, il y avait eu de nombreux progrès technologiques ainsi qu'une industrialisation et une urbanisation accélérées. Budapest a été la première ville d'Europe continentale à posséder un réseau de métro électrifié. L'économie connaissait une croissance à un rythme très similaire à celui de pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, et c'était certainement un endroit passionnant où vivre. La famille Schwartz vivait à Budapest, dans un quartier plutôt huppé près du Danube. Ils avaient 5 enfants, l'aînée étant Gisela. Elle était suivie de Gabriela, âgée de 11 ans, et de Velma, qui avait 10 ans. Karwei, âgée de 4 ans, et enfin Margit, qui avait 3 ans. Leur père s'appelait Lajos Schwartz, et c'était un homme respectable qui occupait un bon poste à l'élégant hôtel London, le 30 et 1 mars 1912. Les habitants de Budapest attendèrent l'été avec hâte. L'hiver avait été long, et bien que mars marque le début du printemps, le temps était resté froid. Ce dimanche était le dimanche des rameaux, et, le matin, certains membres de la famille Schwartz étaient allés à la basilique Saint-Étienne pour la messe. C'était une église très impressionnante, nommée en l'honneur d'Étienne, le premier roi de Hongrie, qui régna entre les années 1000 et 1038. Gisela est rentrée à la maison vers 10 heures, sa mère préparait de la nourriture pour les festivités et, quelques heures plus tard, elle a envoyé Gisela acheter des oranges. Gisela était une enfant heureuse et obéissante. Elle a mis ses manteaux, a dit au revoir à sa mère et est sortie de l'appartement. Elle a remarqué quelques visages familiers dans les rues. Certains de ses voisins rentraient après leurs activités du matin. Elle s'est dirigée vers le petit étal. Cette partie de la ville était habituellement animée, mais ce jour-là, elle était particulièrement bondée. Les gens se précipitaient pour acheter des articles pour les célébrations du dimanche des rameaux. Elle a réussi à acheter les oranges à un stand sur le boulevard Lipo, devant l'hôtel Morand. En regardant autour d'elle, elle s'est rendue compte que le temps s'était un peu amélioré. Bien qu'il fasse froid, le soleil brillait. Elle a longé les boulevards bordés d'arbres pour rentrer chez elle. En faisant cela, elle a vu l'un des prêtres de la basilique. Elle a souri, et lorsqu'ils se sont croisés, elle lui a souhaité une bonne journée. À ce moment-là, elle n'était plus qu'à quelques pâtés de maison de l'immeuble où elle habitait. Mais la jeune Gisela Schwartz, âgée de 12 ans, n'est jamais rentrée chez elle. Plus tard dans la journée, son père a contacté la police et a signalé sa disparition. La police a ouvert une enquête, mais leurs efforts n'ont pas permis de retrouver la jeune fille disparue. Quand les journaux ont évoqué la disparition, la pression sur eux a augmenté pour qu'ils agissent plus afin de résoudre ce mystère. Kalman Kreksani, qui était l'inspecteur principal de la police de Budapest, a reçu l'ordre de prendre personnellement en charge l'affaire. Le portier de l'hôtel avait déjà informé la police qu'il avait vu un homme élégamment vêtu agir de manière suspecte et demandé s'il y avait de jeunes filles susceptibles de s'occuper de lui. Un témoin avait aussi décrit un homme semblable avec une jeune fille embarquant sur un navire pour l'Autriche. La police a suivi ces pistes, mais a conclu que la jeune fille sur le bateau n'était pas Gisela. Le détective en chef Kreksani a découvert que le 31 mars, le jour où Gisela Schwartz, âgée de 12 ans, a disparu, un agent travaillant de l'autre côté du Danube avait appréhendé un homme qui se comportait de manière plutôt suspecte près d'un fossé menant vers le fleuve. Il portait 2 paquets. L'agent avait demandé à l'homme de présenter ses papiers d'identité, ce qu'il était soit incapable, soit peu disposé à faire. L'agent avait alors dit à l'homme qu'il allait l'emmener au poste de police. Cependant, alors qu'il faisait cela, l'homme s'est enfui et a jeté l'un des paquets. Son chapeau est également tombé de sa tête dans sa précipitation à s'enfuir. L'agent n'a pas tenté de le poursuivre. Au lieu de cela, il a ramassé à la fois le chapeau et le paquet, puis est retourné au poste de police. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent.
S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Lorsque la police a inspecté les chapeaux, ils ont découvert qu'à l'intérieur du bord se trouvait un ruban de soie noire avec des mèches de cheveux attachées. Le paquet, cependant, avait révélé quelque chose de bien plus macabre. Il contenait des feuilles de papier cirées couvertes de sang. L'officier a rédigé un rapport complet de l'incident, mais ce rapport n'est arrivé au siège de la police de Budapest que le 5 avril. Le détective en chef, Creczani, a également appris qu'un incident avait été signalé le 2 avril par la compagnie des chemins de fer électriques. Ils avaient informé la police que le dimanche des Rameaux, le 31 mars, l'un de leurs employés, nommé Adam Skill, était venu à la salle d'impression vers 2 heures de l'après-midi. C'était particulièrement étrange car personne n'aurait dû travailler ce jour-là. L'incident a été signalé car on pensait qu'il ne pouvait être là que pour commettre un vol, même s'il a été découvert plus tard que rien n'avait été volé sur les lieux. Un autre employé de la salle d'impression a déclaré avoir rencontré Adam Skill le dimanche, juste au moment où il sortait par la porte de la cave, et il avait avec lui un grand sac de papier paraffiné. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu qu'il avait apporté le sac du train, mais comme il était déchiré et qu'il était près de son travail, il pensait que prendre du papier dans la salle d'impression pour le réparer ne poserait pas de problème. Les deux hommes se sont serrés la main et ont continué leur route. La description d'Adam Skill était presque identique à celle de l'homme que l'agent de police avait appréhendé plus tard dans la journée. Le détective en chef Creczani pensait qu'il devait s'agir de la même personne. Alors, dans le but de confirmer sa théorie, il se rendit au bureau d'impression de la compagnie de chemin de fer électrique et demanda s'ils utilisaient le papier ciré qui avait été découvert dans le colis abandonné. Le directeur confirma qu'ils en utilisaient et que le papier ciré que le détective en chef leur montra était exactement le même que celui qu'ils utilisaient toujours. Le détective en chef Creczani montra également le chapeau au directeur et, après l'avoir regardé quelques secondes, il déclara qu'il pensait que c'était celui qu'Adam Skill portait habituellement. Il dit au détective en chef que, bien qu'Adam Skill soit revenu travailler le lundi 1er avril, personne ne l'avait vu depuis. Il donna au détective en chef son adresse, qui était le 67, rue Koutverdi. Un autre témoin avait vu un homme correspondant à cette description boire dans le bar à vin à proximité. Elle se souvenait qu'il se comportait de manière étrange et portait 2 grands colis. Des détectives ont été envoyés à cette adresse. C'était un appartement situé sur la rive ouest du Danube, près du Buda Kessi Erdu, une grande zone boisée couverte de grands chênes, hêtres et pins. Cependant, Adam Skill n'était pas là. Sa petite amie Katalin Simko avait d'une manière ou d'une autre appris leur arrivée imminente, et lorsqu'elle lui a dit que 2 policiers étaient dans l'immeuble, il est rapidement parti par une entrée arrière. Néanmoins, les détectives ont fouillé l'appartement. Il n'était pas du tout bien rangé et pas très bien entretenu. Fait intéressant, ils ont découvert qu'Adam Skill s'appelait en réalité Janos Rumpf et qu'il avait utilisé plusieurs pseudonymes différents. Des détectives ont également été envoyés à l'imprimerie. Cette fois, ils ont découvert 3 oranges et un œuf peint en rouge. Dehors, dans les ordures, ils ont trouvé des papiers qui avaient été couverts de sang, ainsi qu'un tablier de jeune fille. La police a récupéré le papier et l'a envoyé pour une expertise médico-légale. Celle-ci a révélé qu'il y avait du sang et des cheveux humains collés dessus. L'inspecteur en chef Creczani a conclu que ce papier ciré avait été utilisé pour envelopper la tête de la pauvre fille.
il était également certain que c'était la personne responsable de la mystérieuse disparition de Gisela Schwartz, et il a ordonné à toutes les unités de police disponibles de fouiller la ville pour le retrouver. Malgré une chasse à l'homme aussi importante, il n'y avait aucune trace d'Adam Skeel ou de Janos Rumpf, et il semblait que, tout comme lorsqu'il avait été arrêté le 31 mars, il avait de nouveau réussi à échapper à l'arrestation. La police était certaine que la petite Gisela Schwartz, la fillette de 12 ans qui avait mystérieusement disparu le dimanche des Rameaux, était morte. Mais ils devaient retrouver son corps. Des centaines de policiers reçurent l'ordre de fouiller la forêt du côté ouest du Danube. C'était un effort coordonné, avec différentes unités responsables de zones spécifiques. Ils furent rejoints par des habitants locaux, désireux d'aider à résoudre le mystère. En fin d'après-midi, un policier aperçut ce qui ressemblait à une petite main sous les broussailles. Un examen plus attentif révéla qu'il s'agissait d'une partie du corps en décomposition d'un enfant, mais seulement le torse et les bras. La tête et les jambes avaient été enlevées. La zone avoisinante a été fouillée, mais rien d'autre n'a été trouvé. Le torse avait été recouvert d'un manteau gris qui portait les lettres IC31. Cela représentait l'école que Gisela avait fréquentée l'année précédente et le numéro du porte-manteau qu'elle utilisait. La presse a rapporté l'histoire dans tous ses détails macabres, et bientôt, non seulement tout Budapest, mais toute la Hongrie a été informée de cette découverte horrible. Une autopsie a été pratiquée sur le torse. Les résultats ont révélé qu'elle était morte de 2 coups de couteau. Les gens ont continué à se manifester pour fournir des informations. Un conducteur de tramway a raconté comment Adam Skeel était monté dans le tramway en direction de Hooversfield quelque temps après 15 heures le dimanche des Rameaux. Il utilisait souvent son service et le conducteur le connaissait vaguement. Le conducteur se souvenait de la date car Adam Skeel était monté avec 2 gros colis et n'était pas descendu à son arrêt habituel. Au lieu de cela, il avait continué encore quelques arrêts plus loin. Mais la raison pour laquelle le conducteur se souvenait si bien de la date, c'est que lorsque le tramway est arrivé au terminus, il a fait son inspection habituelle de la voiture vide, et à l'endroit où Adam Skeel ou Janos Rumpf avaient posé ses colis, il y avait une tache de sang assez importante. Le 28 avril, le torse et les bras de Gisela Schwartz, âgée de 12 ans, ont été enterrés au cimetière de Kerpesi. C'est le plus grand cimetière de Budapest et l'un des plus anciens de Hongrie. Elle a été inhumée parmi les tombes de célèbres hommes d'État hongrois, écrivains, sculpteurs, artistes, compositeurs et sportifs. Une grande foule s'est rassemblée le long des rues alors qu'un cortège se dirigeait vers le cimetière. Tout le monde avait la tête baissée et un silence étrange régnait alors que la barbarie du crime pesait sur les personnes présentes. 2 jours plus tard, le 30 avril 1912, la tête de Gisela Schwartz a été retrouvée dans les broussailles, non loin de l'endroit où le torse avait été découvert. Elle a ensuite été placée avec son torse dans sa tombe au cimetière de Kerepesi. Ses jambes n'ont été retrouvées que 7 mois plus tard. L'homme qui faisait office de jardinier et de gardien de l'immeuble où Adam Skeel ou Janos Rumpf avaient vécu à Budapest a reçu une lettre de sa part. Il s'appelait Peter Starak. Il posait beaucoup de questions au sujet de l'affaire de la disparition de Gisela Schwartz, à tel point que Peter Starak a informé la police qu'Adam Skeel ou Janos Rumpf avaient demandé qu'une réponse soit envoyée au bureau de poste de Munich, à l'attention d'un certain monsieur Sandor Weidmüller. 2 détectives ont été envoyés à Munich, et lorsque le mystérieux Sandor Weidmüller est arrivé pour récupérer la lettre, il a été arrêté. Les détectives lui ont dit qu'ils savaient que son vrai nom était en fait Janos Rumpf. Cependant, il n'était pas seulement un homme recherché en Hongrie, il était aussi un homme recherché en Allemagne. La liste des crimes présumés qu'il avait commis était longue, et comprenait le vol, l'agression, le harcèlement et le meurtre. Une fille de 14 ans nommée Maria Schmelz avait été tuée en 1906 et son corps avait été caché dans les broussailles d'un bois voisin. Peu de temps après, une fillette de 7 ans avait disparu. Son corps fut finalement retrouvé couvert de ronces. Dans un autre endroit isolé en forêt, Janos Rumpf avait également été accusé du meurtre d'une jeune femme, mais il avait été déclaré non coupable par les tribunaux. Il a été décrit de plusieurs façons différentes. Certains le qualifiaient de personnage étrange et lubrique. Certains le trouvaient bizarre et vulgaire, mais tous s'accordaient à dire qu'il avait vraiment quelque chose de suspect.
Une jeune femme qui avait eu une relation avec lui pendant un certain temps a raconté aux enquêteurs qu'elle trouvait particulièrement étrange que János aimait collectionner des objets que possèdent les petites filles, comme des bandeaux pour les cheveux et des rubans. La police hongroise a enquêté sur son passé et a été surprise par ce qu'elle a découvert. János Rumpf venait d'une famille aisée originaire de Bavière et ses proches espéraient qu'il étudierait un jour le droit. Cependant, il avait toujours été un enfant nerveux et cela s'est aggravé en grandissant. Ses parents ont finalement tenté de le placer dans un établissement spécialisé pour surveiller son comportement en continu. János, cependant, n'était pas prêt à être institutionnalisé. Alors il s'est enfui de Budapest et s'est rendu à Munich où il a trouvé du travail comme relieur. Lorsqu'il a été interrogé, il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Gisela Schwarz, âgée de 12 ans. Il a été remis aux autorités allemandes et, le 27 avril 1914, il a été jugé dans la ville d'Augsbourg pour les crimes qu'il aurait prétendument commis auparavant en Allemagne. Il a ensuite été reconnu coupable et condamné à mort. 2 semaines plus tard cependant, le 9 mai, il mit fin à ses jours en se pendant dans sa cellule. Il n'a jamais été jugé pour le meurtre de Gisela Schwarz, âgée de 12 ans, en 1947, lors de la rénovation de l'imprimerie de la Compagnie des chemins de fer électriques à Budapest, des ouvriers firent une découverte macabre dans le sous-sol, le torse d'un garçon. On se souvint que 42 ans plus tôt, en juin 1905, un garçon de 12 ans nommé István Petok avait soudainement disparu et n'avait jamais été revu. Malheureusement, la police n'a pas pu identifier le torse, mais on a supposé qu'il s'agissait probablement d'une autre victime de János Rumpf. Cependant, comme János était décédé de nombreuses années auparavant, le mystère de l'identité du garçon, de la personne qu'il avait tué et qu'il avait placé dans le sous-sol de l'imprimerie ne sera jamais complètement résolu. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.